Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. L'actualité africaine et internationale du jour, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 20 mai avec cette seconde bonne nouvelle pour le Nigeria. Après Amina Ali mardi, c'est une deuxième ancienne captive de Boko Haram qui vient d'être libérée. La jeune fille, aujourd'hui âgée de 19 ans, faisait également partie des 219 lycéennes enlevées le 14 avril 2014 à Chibok, avant d'être emmenée dans le fief du groupe djihadiste Boko Haram dans la forêt de Sambisa. La nouvelle rescapée est actuellement hospitalisée dans l'unité médicale du camp Abogo-Larguema, dans la localité de Biu, au nord-est du Nigeria. Sa libération aurait été permise grâce à une opération conjointe hier de l'armée et des miliciens près de Damboa, dans l'état de Borno. Le porte-parole de l'armée nigériane affirme que la jeune fille se trouvait parmi 97 autres femmes et enfants libérés dans cette intervention. Quant à Amina Ali Nkeki, eh bien depuis son arrivée dans la capitale Abuja, elle a rencontré le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérian a déclaré que la découverte d'Amina offrait de nouveaux espoirs ainsi qu'une opportunité unique en termes d'informations vitales sur les autres otages. Je vous propose de l'écouter. Amina recevra les meilleurs soins que le gouvernement nigérian peut lui offrir. Nous nous assurerons qu'elle a l'attention médicale, psychologique, émotionnelle, ainsi que tout dont elle a besoin afin de se remettre pleinement et de s'intégrer dans la société. La poursuite de la scolarité d'Amina, interrompue si brusquement, va être une priorité pour le gouvernement fédéral. Amina doit pouvoir retourner à l'école. Soyez sûrs que ce gouvernement continue de faire tout ce qu'il peut pour sauver d'autres jeunes filles de Chibok qui sont encore retenues par Boko Haram. Le sauvetage d'Amina nous donne de nouveaux espoirs et nous offre une opportunité unique en termes d'informations vitales. Du côté des activistes du mouvement Bring Back Our Girls, eh bien, ces libérations sont effectivement très encourageantes. Il faut toutefois passer à la vitesse supérieure, selon eux, pour beaucoup d'autres otages qui sont toujours détenus par Boko Haram. Écoutez. Nous devons amplifier tous les efforts que nous faisons. La communauté internationale doit maintenant nous aider à mettre fin à l'insurrection et sauver tout le monde. Les lycéennes de Chibok sont un symbole pour tous ceux qui ont un jour été retenus en otage et nous pensons qu'aujourd'hui c'est le moment pour mettre les bouchées doubles et en finir avec cette insurrection et sauver tous les gens retenus en otage. Nous pensons que les militaires nigériens devraient se rendre dans la forêt de Sambisa. Les militaires nigériens devraient tout faire pour mettre fin à cela et sauver les lycéennes. Parce qu'à mesure qu'on avance vers la forêt de Sambisa, les insurgés sont effrayés et s'enfuient et s'échappent dans tous les sens. Économie au Cameroun à présent. Vous le savez, la conférence économique internationale Investir au Cameroun s'est achevée mercredi dernier à Yaoundé. L'événement s'est conclu sur une déclaration dans laquelle l'engagement a été pris par les gouvernants de travailler davantage pour inciter à l'investissement. Le détail de ces engagements avec Annie Payep et Eric Djanga. Une dizaine de points pour ressortir l'engagement du Cameroun pour les mois à venir. Dans la déclaration lue par l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, le Cameroun promet, entre autres, de prendre des dispositions pour mieux se rapprocher du secteur privé. Mise en place à un niveau approprié d'un conseil léger pour le suivi du financement et de la réalisation des projets identifiés et présentés au cours de la conférence. Facilitation de l'obtention des visas pour les hommes d'affaires avec dématérialisation des démarches, mise en place une procédure de visa online et en attendant l'octroi généralisé des visas au débarquement. Création des zones économiques spéciales. Encouragement des investissements privés par des facilités fiscales et administratives et une administration plus performante.
L'engagement a aussi été pris de renforcer les liens avec les pays voisins de la CEMAC et le Nigeria pour accroître la taille du marché régional estimé à 320 millions d'habitants pour le rendre plus intéressant aux yeux des investisseurs. La formation est apparue comme un levier important au cours de ces échanges, d'où la promesse par le Cameroun d'accélérer la formation des jeunes générations aux nouvelles technologies qui sont créatrices d'emplois et former des techniciens et des ingénieurs si indispensables à l'industrialisation du pays. Le Cameroun s'engage aussi à favoriser une croissance et un développement durable respectueux de la nature et des générations à venir. Rappelons que l'un des objectifs de cette conférence internationale baptisée Investir au Cameroun, terre d'attractivité, était aussi de trouver de l'argent. Le Cameroun a besoin de plus de 1000 milliards de francs CFA pour financer 15 grands projets essentiellement consacrés dans le secteur des infrastructures routières et énergétiques. Si environ 5 d'entre eux ont, comme la route Batienga, Tui, Yoko, Tibati, Ngaoundéré, réussi à boucler leur financement, beaucoup attendent encore preneurs. Cet objectif va-t-il être atteint? Nous ferons ensemble le bilan dans les prochains jours. Un mot de justice à présent. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi vient d'être inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'inculpation qui correspond dans le pays à la fin de la phase d'instruction a été prononcée hier, jeudi, par le parquet général de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Le candidat qui est déclaré à la prochaine présidentielle dans le pays est donc désormais formellement en attente de son procès. Moïse Katumbi a été auditionné la semaine dernière, on vous le rappelle, dans le cadre d'une enquête sur un recrutement de mercenaires au Katanga. Le Katanga qui est la province congolaise dont il avait été gouverneur de 2007 à 2015. Après le mandat d'arrêt à son encontre, puis son inculpation, et au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, M. Katumbi encourt désormais la peine de mort, une sentence systématiquement commuée en prison à vie suite à un moratoire sur l'application de la peine capitale en République démocratique du Congo. Des nouvelles du vol égyptaire MS-804. Après avoir été signalé perdu de tout signal radar à minuit 45 GMT hier, de nouvelles informations ont été apportées au cours de la journée de jeudi. L'Airbus A320 qui devait rallier Le Caire après son décollage de Paris s'est abîmé au large d'une île grecque, celle de Karpathos, et ce après son entrée dans l'espace aérien égyptien. L'avion, on vous le rappelle, transportait à son bord 66 personnes, 56 passagers et 10 membres d'équipage. Dès 9h30 GMT hier également, les familles des passagers ont commencé à être accueillis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle d'où était parti le vol. Selon le ministre grec de la Défense qui s'est lui exprimé en fin de matinée, avant sa disparition des radars, l'avion aurait chuté en faisant 2 virages brutaux. Pour le moment, le mot d'ordre est qu'aucune hypothèse ne peut être écartée sur les circonstances du crash du vol égyptaire. Si pour le Français Jean-Paul Troadec, un ancien directeur du bureau d'enquête et d'analyse, le fait que l'avion d'Égyptair n'ait envoyé aucun message d'alerte avant son crash pourrait être le signe d'un événement brutal, laissant peut-être penser à un attentat, le président français François Hollande reste lui prudent et affirme qu'aucune hypothèse n'est non plus privilégiée. Côté Égypte, je vous propose d'écouter le ministre de l'Aviation civile. Le dernier contact que nous avons eu avec l'avion remonte à environ 2h30 du matin. Puis l'avion a disparu du radar. Nous avons tenté plusieurs fois d'établir le contact avec l'avion, mais à 2h50, il était devenu évident qu'il était désormais injoignable. Les nationalités des passagers sont 30 Égyptiens, un Britannique, un Belge, 2 Irakiens, un passager du Koweït, 15 Français dont un enfant, un Saoudien, un Soudanais, un Tchadien, un Portugais et un Canadien. Je vous propose à présent d'écouter l'avis sur les circonstances du crash par ce spécialiste français de l'aéronautique, également membre de la Direction générale de la sécurité civile française. Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'hypothèse qui soit privilégiée, mais on peut quand même en exclure plusieurs. On sait que cet avion a cessé d'émettre d'une manière relativement brusque, en tout cas instantanée, d'après les données qui sont ouvertes et qui sont connues. Donc on n'imagine pas un avion qui va avoir une panne, parce que, imaginons qu'on coupe les moteurs sur un avion, il va continuer à planer pendant des dizaines et des dizaines de minutes sur des centaines de kilomètres. Donc c'est pas quelque chose qui est aussi brutal et instantané. Là on imagine plutôt soit une rupture de l'avion, c'est-à-dire une explosion. Une explosion, elle peut être due par un explosif qui sera à bord ou par un missile qui serait tiré du sol. Là on est quand même au-dessus de la mer, c'est peu probable. La deuxième possibilité, ce serait une mise en descente
par l'équipage après avoir coupé certains systèmes. Là, on pense évidemment aux Germanwings, au suicide du pilote. C'est des choses qui sont, encore une fois, très peu probables, mais qu'on ne peut pas exclure d'un point de vue technique, puisqu'on a très peu d'éléments. Retour en Afrique pour clore notre journal de ce vendredi. À Djibouti, toute la journée, les habitants broutent du khat, cette drogue légèrement hallucinogène, euphorisante et coupe-faim. Plus qu'un phénomène de société, c'est le quotidien de la majorité de la population. Le khat, une manne financière pour l'État, mais aussi un frein au développement. Reportage. C'est un rituel immuable. Chaque matin vers 10h, des camions gorgés de khat arrivent directement d'Éthiopie. 10 à 12 tonnes alimentent quotidiennement les échoppes du pays. Le déchargement prend moins de 15 minutes. C'est ma drogue préférée du khat. Cette plante stimulante, légèrement hallucinogène et euphorisante, est un des piliers de l'économie du pays. Chiffre d'affaires annuel du secteur, environ 50 millions d'euros. Quel que soit le prix auquel nous achetons le khat, en Éthiopie, le gouvernement prendra toujours la même commission en taxes. C'est un prix fixe d'environ 6 € par kilo. Le business du khat représente 15% des recettes fiscales de l'État. Selon la Banque mondiale, les consommateurs consacrent en moyenne 42% de leurs revenus au khat, grevant d'autant le budget des ménages. Environ 50% des hommes et 15% des femmes consomment du khat à Djibouti. Ça c'est mon khat quotidien. Hein, je prends tous les jours deux packs de 2000 francs. 2000 francs, soit 10 €. Une fortune dans ce pays où près de 60% de la population est au chômage. En début d'après-midi, le pays se fige et les Djiboutiens se réunissent pour brouter. On achète le matin pour se faire passer un peu les idées et puis le lendemain ça recommence. Ça pose des problèmes au niveau du travail, de la famille, de la santé, voilà. Et l'État, ça l'arrange, vous voyez, parce que si les gens ils n'ont pas leur dose de khat, ils savent qu'ils vont se revendiquer leurs droits, qu'il y aura pas mal de mouvements. Dans un pays où près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté absolue, cette passion pour le khat devient un obstacle à tout progrès économique et social. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 20 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir lundi prochain pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez un très bon week-end sur Vox Africa.